Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe, en cette semaine européenne pour le moins morose, au cœur de l'hiver, avec un virus Omicron en embuscade, une économie toujours un peu au ralenti. Nous accueillons aujourd'hui en duplex de Sofia, une Bulgare, pur produit d'ailleurs de la vie politique européenne. Maria Gabriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômée 2003 de Sciences Po Bordeaux. Vous enseignez d'ailleurs pendant 4 ans avant de revenir dans votre pays pour vous lancer en politique. Élue au Parlement européen en 2009 sous les couleurs du Parti conservateur. Vous êtes choisie en 2017 par le gouvernement bulgare pour récupérer à 38 ans à peine le poste vacant de commissaire européenne pour l'économie numérique. Alors aujourd'hui, vous êtes dans la commission von der Leyen pour gérer la politique de la recherche, le programme Erasmus pour les apprentis, les enseignants, la coopération culturelle. Alors, si vous le voulez bien, on commence par l'Europe endeuillée, par la mort en fonction du président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli. Je l'avais interviewé en 2019. Voilà comment il définissait son mandat avec une nouvelle assemblée issue des élections européennes de 2019. Il y a une droite des forces souverainistes et nationalistes qui veut détruire l'Europe. Non, les citoyens européens, 200 millions de citoyens européens ont dit que l'Europe va renforcer. C'est très intéressant la composition du Parlement parce qu'il n'y a pas de groupe très fort. Et alors, il y a besoin que les forces européistes ont fait des convergences. Deux priorités. La première, c'est de renforcer les instruments de la démocratie européenne. Parce que nous avons des systèmes de gouvernance européens très faibles. Mais il y a besoin de politiques différentes. Les Européens, on a dit à nous de changer les politiques, par rigueur. Alors, par rigueur, de la relance, donc promouvoir aussi une Europe plus démocratique, ces deux mots d'ordre, est-ce qu'il a un peu réussi finalement les buts qu'il s'était assignés, David Sassoli, avant de mourir? Indéniablement, ce que nous avons perdu, c'est un leader européen, un défenseur de la démocratie, un homme qui défendait les valeurs européennes par le biais de ses actes et pas seulement par le biais de ses paroles. Et en ce qui me concerne aussi, nous avons perdu un grand ami de la culture européenne. Nous avons eu nombreuses occasions de souligner avec lui à quel point la culture, c'est notre DNA européenne et nous devons préserver cette identité culturelle. Mais je pense que c'est aussi une responsabilité pour nous. Son œuvre, là où il s'est arrêté, a laissé une marque dans l'histoire, pas seulement des institutions européennes, de l'histoire européenne. C'est aussi à nous une responsabilité de continuer et faire vivre ses valeurs, ses idées et ses actions. Mardi prochain, les députés vont d'ailleurs élire un nouveau président du Parlement européen, issu de votre groupe, le Parti populaire européen. Il s'agit d'une femme, une Maltaise, qui ne fait pas tout à fait l'unanimité car elle est farouchement opposée à l'avortement. Est-ce qu'elle ferait, selon vous, malgré tout, une bonne présidente ? Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines positions qui sont exprimées à son encontre. Moi, je pense qu'au contraire, tout au long de sa carrière, on a vu une femme qui défend les droits des femmes. C'est aussi une mère, c'est aussi quelqu'un de très, très engagé. Moi, ce qui pour moi sera très, très fort comme signal envoyé au cas où cela se passe ainsi, c'est d'avoir pour la troisième fois, seulement la troisième fois dans l'histoire du Parlement européen, une femme qui est à la tête de cette institution. Et je pense que ce sera un très, très beau message pour toutes les jeunes filles qui aspirent à réaliser leurs rêves et en même temps aussi de prendre en considération qu'elle accède à cette position pas parce qu'elle est femme, mais parce que c'est une femme qui a construit son parcours par des valeurs, par des convictions, par des positions et par aussi un sens de compromis, de dialogue qu'elle a montré tout au long de sa carrière. Et c'est quelque chose dont on a besoin à la tête de cette institution et nous le savons bien. Son nom, c'est Roberta Metsola, précisons-le pour nos téléspectateurs. Parlons de la présidence française de l'Union européenne ce premier semestre 2022 qui a énoncé ses priorités. Est-ce qu'elles sont d'ailleurs pour vous, Maria Gabriel, suffisamment culturelles et tournées vers la jeunesse ?
Moi, je suis extrêmement satisfaite avec les priorités de la présidence française. Je dois dire que nous avons des attentes et cela s'annonce d'une manière très positive. Oui, la présidence française est une présidence qui porte haut les causes de la culture européenne. La culture est très haut dans l'agenda. Donc, les prochains mois, nous allons continuer d'une part à aider le secteur pour qu'il puisse se remettre de l'impact extrêmement négatif qu'il a subi pendant la crise et ensuite aussi de mettre en avant certains sujets dont on n'a pas attaqué jusqu'ici si souvent. Je fais référence au statut des artistes, je fais référence à la nécessité maintenant de voir dans les plans de relance nationaux, dans lesquels, n'oubliez pas, nous avons atteint un objectif très ambitieux pour la première fois au niveau européen d'avoir 2% des plans de relance nationaux dédiés à la culture. Maintenant, ce qu'il faudra faire, et on compte sur la présidence française, c'est de remplir de contenu ces investissements qui sont des investissements records dans l'histoire européenne dans la culture. Et la présidence française est un bon exemple. Quand on investit dans les secteurs culturels, quand on investit dans la numérisation des contenus, quand on investit aussi à ce que la culture allie aussi compétences et allie aussi innovation, c'est quelque chose de très encourageant. Alors, justement, la Commission renforce son soutien aux partenaires créatifs avec le programme de travail 2002 Europe créative doté d'un budget de 385 millions d'euros, soit 100 millions de plus que l'an dernier. Mais est-ce que, avec Omicron, qui a vu le retour de jauge dans le monde du sport, dans le monde de la culture et qui fait grincer des dents, est-ce qu'on va vivre encore avec des salles à moitié vides? Est-ce que ça va être suffisant pour relancer ce secteur très, très ravagé quand même? Non, ça ne sera pas suffisant. Le programme Europe créative est le seul programme européen qui est dédié à la culture. Et maintenant, c'est un bon signe, 385 millions pour 2022, mais je rappelle que nous avons obtenu un budget de 2,4 milliards d'euros pour toute la période, ce qui est une augmentation de 60% par rapport à la période précédente. Ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que je pense qu'en tant que commissaire aussi responsable pour la recherche et l'innovation, il est important que le secteur ait un œil sur d'autres possibilités. Je vous rappelle que pour la première fois dans le programme Horizon Europe, qui est le programme le plus fort au monde pour l'investissement dans la recherche et l'innovation, pour la première fois, il va y avoir un pôle culture et créativité doté d'un budget de 2,1 milliards d'euros. Puis pour la première fois aussi, avec l'Institut européen de l'innovation et de la technologie, nous allons créer une communauté de l'innovation dédiée au secteur culturel et créatif. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est vraiment établir des synergies et voir quels sont les différents moyens qui puissent permettre à nos artistes, à nos créateurs, à nos auteurs de combiner les différents instruments. Et parce que nous savons que pour eux, le plus difficile sera souvent, c'est vraiment de savoir quels sont ces différents types de financement, les sources, comment les utiliser. Je rappelle qu'il y a maintenant un mois, nous avons lancé Culture UE. C'est la plateforme en ligne où en un seul endroit, nous avons réuni toutes les sources de financement pour la culture. En 3 clics, vous allez avoir accès à 75 sources de financement pour la culture. Donc, je les invite à saisir cette opportunité ensemble avec nous de faire de cette plateforme quelque chose d'utile pour qu'ils puissent savoir quelles sont les mesures en place, quelles sont les différentes sources de financement qu'ils peuvent utiliser, quels sont les réseaux dont ils ont besoin d'accéder pour pouvoir fructifier leurs idées. Voici maintenant un endroit unique où ils peuvent chercher cette information et je pense que nous allons maintenant avoir une base solide pour pouvoir, à ce moment, évidemment, développer les idées qui vont en ressortir comme les plus pertinentes et dont les artistes et les auteurs et les créateurs eux-mêmes sont les plus demandeurs. Un exemple de cette Europe de la culture qui progresse aussi par la base. Je vous propose de prendre le chemin de Poznań en Pologne avec cet exemple touchant de coopération entre Polonais et Bretons. Regardez ce reportage de notre envoyée spéciale Isabelle Romero. Au cœur du centre historique de Poznań se dresse Dom Bretani, la maison de la Bretagne. Ici, des citoyens s'engagent pour faire avancer l'Europe de la culture. Aujourd'hui, Annie Ebrel, une artiste bretonne en résidence, répète avec Monika Kusz, chanteuse polonaise, pour un concert issu des répertoires traditionnels de leurs 2 pays. On
a cherché à créer des ponts entre ces deux traditions. Moi, personnellement, je me retrouve tout particulièrement dans le fait que dans la culture bretonne, le chant accompagne la danse. C'est la base de la culture de la danse en Bretagne et cela me manque dans la musique polonaise. Mais pourquoi Poznań, la 5e ville de Pologne, à 1600 km de Rennes, est-elle devenue une sorte d'ambassade de la culture bretonne? L'élan vient de la solidarité des Bretons et du journal Ouest France, qui, au moment de l'état de siège en Pologne en 1981, lanceront une aide humanitaire qui durera 11 ans. Après la chute du communisme, l'association Ille-et-Vilaine Pologne poursuivra sa coopération avec la région. Et en 1993, c'est l'ouverture de Dom Bretani. Nos premières années, c'était une effervescence tous les jours. Imaginez 10 000 élèves de nos écoles de notre région qui partent en Bretagne, chez les familles, pour découvrir l'école française, pour rencontrer leurs correspondants français. Dom Bretani propose depuis près de 30 ans cours de langue, conférences, expositions et concerts. La fondation vit et perdure grâce à l'engagement de ses membres et à des aides régionales. Elle a bénéficié aussi de financements Erasmus pour l'enseignement qui se font attendre en temps de pandémie et réclament plus pour ses activités culturelles et une simplification des dossiers européens. Voilà, je vois que vous étiez très sensible à ce sujet. Effectivement, 35 ans après la création du programme Erasmus, on voit que, par exemple, il agit dans ce cadre, effectivement, alors que pourtant, on a l'impression qu'avec le Covid, il y a eu des cours à distance, ça a été très compliqué de se rendre dans les pays étrangers, etc. Mais vous dites, ce programme, il peut exister encore. On sait comment le réorienter avec la pandémie ? Oui, et nous l'avons fait parce que l'une des grandes nouveautés du nouveau programme Erasmus+, c'est d'avoir aussi des mobilités virtuelles. Et je me dépêche ici de rassurer tous les participants car jamais la mobilité virtuelle va remplacer la mobilité physique, mais elle permet de ne pas avoir des situations de blocage. Je voudrais vraiment insister sur 2 points suite à ce reportage parce qu'on voit à quel point cet échange dans le domaine culturel est un véritable pont entre communautés, entre pays, qui donne la possibilité d'avoir des échanges qui sont des expériences extrêmement enrichissantes. 2 choses, évidemment, d'abord de souligner aussi la possibilité avec le programme Erasmus+, d'avoir ce type d'échange culturel et ça sera intensifié. Je rappelle que seulement pour cette année 2022, il va y avoir plus d'1 milliard qui sera consacré via le programme Erasmus+, à projet de coopération. Et ensuite, je voudrais aussi attirer l'attention sur un instrument qui était un projet pilote, e-Portunus. C'est un mécanisme que nous avons créé pour encourager la mobilité individuelle des artistes et des créateurs. C'est un projet pilote qui était en place depuis 2 ans, mais il permet à ce moment aux artistes individuellement, sans l'accord d'une institution, de pouvoir aller dans un autre pays, de profiter de l'expérience d'autres ou de partager la sienne. Et nous avons eu centaines d'artistes qui ont utilisé ce programme. Ce qui est très intéressant, c'est que 50% d'eux ont trouvé aussi ensuite un emploi plus long terme suite à cette expérience. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est que pour la période 2021-2027, le mécanisme devient permanent et pertinent, évidemment, on l'espère tous. Donc je voudrais tout simplement encourager ce type d'expérience. Ces expériences peuvent être aussi enrichies avec d'autres thématiques comme le Bauhaus européen, mais là je laisse vraiment libre cours à la créativité de tous ceux qui sont engagés dans ce domaine parce que très très souvent, pas seulement ils nous surprennent, mais ils nous impressionnent et c'est quelque chose qui est très positif. Alors, Maria Gabriel, parlons un petit peu de votre pays, la Bulgarie, qui est l'un des pays les moins vaccinés de l'Union européenne, avec moins de 30% de la population qui a reçu ces 2 doses. Le gouvernement centriste en poste a pourtant mis en place, par exemple, des récompenses de 35 € pour les retraités qui se font vacciner. Des violences ont éclaté mercredi à Sofia, capitale donc de la Bulgarie, contre finalement ces mesures sanitaires. Pourquoi ? Comment vous expliquez de tant de réticences ? Il y a une forte prégnance de ce manque de confiance parce que nous l'avons vu depuis le début de Covid. Il y a énormément de désinformation, il y a énormément de manque d'informations qui puissent
être présenté par des personnes auxquelles on fait confiance, c'est quelque chose qui suit son cours. Donc, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui vont être contre. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, nous l'avons tous compris, ce n'est pas responsable de pouvoir, à ce moment-là, par le biais de ta position, amener des conséquences sur le reste de la société. Néanmoins, la confrontation, ce n'est pas cela qui va faire marcher des choses. Ce qui va marcher, c'est le dialogue. C'est à ce moment-là la discussion et une prise en conscience de plus en plus claire à quel point se vacciner, c'est être responsable envers soi-même et être responsable envers la société. Ce vaccin, effectivement, cette question de la vaccination, il donne lieu à des crises politiques un peu partout. En Bulgarie, d'ailleurs, il y a eu une crise politique qui a été assez longue, longtemps dominée par les conservateurs de Boyko Borisov, votre parti. Elle a vu émerger, cette Bulgarie, un nouveau venu, Kirill Petkov, à la tête d'une nouvelle formation, Continuement le changement, qui a remporté les dernières législatives de novembre et formé une coalition hétérogène avec 3 autres partis. Est-ce que c'est durable pour vous? Est-ce que votre pays est abonné aux crises? Je ne pense pas que quelqu'un peut le prédire. Néanmoins, nous avons vu à quoi ça mène de ne pas avoir de stabilité, de ne pas avoir de prévisibilité. Quand on regarde les derniers mois, oui, à part les luttes politiques internes, ce qu'on a vu, c'est justement le taux bas de vaccination, mais aussi le fait que la Bulgarie n'a toujours pas son plan de relance, au moment où d'autres pays ont déjà engagé cet investissement si important pour leur économie, pour leur système de santé, pour leurs enseignants, pour leur secteur culturel. Donc, évidemment, que dont on a besoin maintenant, c'est une ligne très claire pour que les gens puissent à ce moment travailler ensemble et que la Bulgarie puisse également faire et ses investissements et ses réformes, et tout ceci dans le but d'avoir une relance suite à cette crise, parce que la crise, elle a impacté le pays autant que d'autres, pour ne pas dire dans certains secteurs plus, et c'est vrai que sans un gouvernement stable, sans une belle entente sur les priorités du pays, il serait difficile d'avancer comme on l'a vu pendant un an. Merci Maria Gabriel d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez sur France 24 pour plus d'informations.